On applique sur le sol deux forces qu'on suppose ponctuelles, de valeur 50 kN et 100 kN, séparées de 10 mètres. On nous demande de donner l'équation de la contrainte en un point quelconque du sol, et de donner également la valeur de la contrainte au point A. Nous avons la figure qui est une illustration de la configuration du chargement. Et nous allons commencer par donner l'équation de la contrainte en un point quelconque du sol. Nous savons que les charges sont ponctuelles et perpendiculaires au plan du sol, c'est-à-dire le plan délimitant le demi-espace. Donc, de ce fait, nous allons utiliser la relation de Boussinesq pour pouvoir déterminer l'équation de la contrainte demandée. Que tu peux me dire quelle est l'hypothèse principale du modèle de Boussinesq? Que le milieu est semi-infini, qu'on note comme précédemment, et F1 comme étant la force de 50 kN et F2 la force de 100 kN. Puisque ces hypothèses n'ont pas été données dans l'exercice, donc on va supposer que le matériau est élastique, et ce qui va nous permettre d'appliquer le principe de superposition. Et d'après ce principe, on peut exprimer la contrainte en un point quelconque du sol comme la somme des contraintes engendrées par la charge 1 et de celles engendrées par la charge 2. Donc, nous pouvons calculer séparément les contraintes apportées par l'application de la charge 1, auxquelles on va ajouter les contraintes appliquées par la charge 2 de ce point. Donc, ce qui va nous donner delta sigma V, qui est égal à delta sigma V1 plus delta sigma V2. Pour delta sigma V1, nous avons la formule 3 par F1 divisé par 2 pi Z carré 1. Le tout multiplié par 1 sur racine 5 demi de 1 plus R1 sur Z1 au carré. C'est de même pour delta sigma V2. Et ensuite, puisque notre configuration, les deux forces sont exercées sur le plan horizontal du sol, ce qui veut dire que Z1 et Z2 sont égales. Donc, ce qui nous permet de simplifier la formule. Pour l'expression de la contrainte totale, nous avons cette expression que nous allons encore simplifier pour avoir l'expression finale qui nous permet de déterminer la valeur de la contrainte en un point en fonction de la position de ce point par rapport aux deux points d'application des forces. Donc enfin, on remplace F1 et F2 par leurs valeurs respectives et nous obtenons cette expression finale en fonction de R1, R2 et de Z. Comment on fait pour déterminer l'angle θ? Si on a déterminé l'angle θ, c'est dans le cas où on utiliserait les coordonnées polaires. On fera une transformation des coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires pour déterminer l'angle θ que fait la droite qui relie le point d'application de la force et la verticale. Et pourquoi tu n'as pas utilisé l'angle θ qu'on a donné dans cet exercice? On avait choisi plutôt d'utiliser les coordonnées rectangulaires de référence. Le θ nous a quand même utile dans le calcul de R1 et de R2. Et avec l'angle, on a pu déterminer géométriquement les valeurs de R1 et de R2. La façon ne nous avait pas été imposée, donc on a choisi d'utiliser les coordonnées rectangulaires de référence. Quelle différence que tu fais entre les deux méthodes? Principalement, je dirais que ce sont les variables qui vont changer, les variables qui nous permettent de définir, si je peux dire ça comme ça, la position du point en question. Et en quoi le principe de superposition t'a aidé dans cet exercice? Le principe de superposition nous permet de considérer équivalent les deux cas de chargement, c'est-à-dire que la force numéro 1 soit appliquée avant ou que la force numéro 2 appliquée avant. Et cela nous permet de considérer que le résultat final, donc peu importe l'ordre de l'application des forces. Que se passerait-il si les deux charges étaient appliquées très près l'une de l'autre? En première vue, je dirais que ce serait équivalent à une seule charge de 150 kN. Parce que le coefficient d'influence serait presque identique.